Bonjour les amis et bienvenue sur Questions de surnaturel. Le sujet du jour va porter sur une catégorie particulière d'entités de l'au-delà, les succubes et les incubes. Contrairement à d'autres entités comme les fantômes, les démons ou autres formes intelligentes peuplant certaines parties de l'astral, elles ne se nourrissent pas d'émotions humaines comme la peur, la tristesse ou le désespoir. Leur truc, c'est de se nourrir de l'énergie sexuelle de leurs cibles, hommes ou femmes, afin de gagner en puissance et en influence. La question du jour sera donc, qui sont ces entités accros de sexe? Ces entités sont divisées en deux catégories, les incubes, de sexe masculin, et les succubes, de sexe féminin. Leur présence est attestée depuis des millénaires. On en retrouve les récits dans l'ancienne Mésopotamie, dans la Grèce ou la Rome antique, dans les pays scandinaves, dans le chamanisme, dans les cultures arabes, asiatiques et indiennes. On les retrouve dans toutes les mythologies, avec des rôles parfois surprenants. Le meilleur exemple est celui de Merlin l'Enchanteur, le puissant mage du roi Arthur, qui serait le fruit de l'union d'un incube avec une mortelle. Ce sont des entités bien ancrées dans les cultures humaines, au même titre que les fantômes, les démons et les esprits de la nature. Mais à quoi ressemblent-elles et comment agissent-elles? Les succubes, éléments féminins, sont représentés par de très belles femmes, souvent nues. Elles s'attachent à un homme qu'elles viennent visiter la nuit dans ses rêves. Je fais un aparté car le mot succube est masculin, mais pour plus de compréhension, je vais l'utiliser au féminin. Notre succube va provoquer des rêves érotiques à l'endormi, dans le but de s'accoupler avec lui et de récolter l'énergie sexuelle qu'il va émettre. Elle reviendra nuit après nuit, se nourrissant encore et encore, en épuisant sa victime, devenue dépendante. Certains pourraient se dire « Ok, oui, c'est bien cool », mais ne vous y trompez pas. Vous avez affaire à une entité qui vampirise votre énergie jusqu'à l'épuisement complet. L'agressé va devenir de plus en plus faible, incapable de se reposer. Il subira une extrême fatigue, pouvant mener à la perte de son travail, à de la dépression et tomber gravement malade. Enfin, une fois sa victime inutilisable, le succube se détachera à la recherche d'une nouvelle cible. Les incubes, éléments masculins, ont un aspect plus bestial. On les représente souvent velus, avec parfois des pieds de bouc. En cela, ils se rapprochent de l'image traditionnelle du diable. Mais rien n'empêche qu'ils adoptent une apparence plus sex-symbole pour arriver à leur fin. Ils fonctionnent comme les succubes, en intervenant dans le sommeil d'une femme pour lui susciter des rêves érotiques. Le but est le même, arriver à l'accouplement pour récolter l'énergie sexuelle. Parfois ça se passe bien, mais parfois la victime est réticente. L'incube peut alors devenir violent, le rêve devenir cauchemar, et la pauvre femme va être violée au sens réel du terme. Le pire, c'est que cette situation va se reproduire nuit après nuit, entraînant la victime dans un enfer sans fond. Personne ne la croira. Se faire violer par une entité invisible n'est pas concevable dans notre société, et la pauvre femme ne pourra que subir cette atrocité, sans rien dire, et certaines ne verront que le suicide comme issue. Je n'ai rencontré que 2 cas dans ma vie, et ils ne concernaient que des incubes. Le premier cas était celui que je viens de décrire. L'incube agressait régulièrement une dame qui exerçait comme voyante. Elle pensait que cette créature s'était attachée à elle après la consultation avec une cliente qui lui aurait refilé cette malédiction. Depuis, elle vivait en enfer toutes les nuits, et plus elle résistait, plus l'incube devenait violent. Une énième nuit, alors qu'elle tentait de le repousser, il avait tapé violemment dans la porte de sa chambre au point de fissurer le mur. Elle m'avait montré la fissure, et je dois avouer que c'était très impressionnant. Au final, à force de rituels spécialisés, elle réussit à s'en débarrasser. Mais je pense qu'elle a toujours l'angoisse que cette créature démoniaque ne revienne à nouveau. Le second cas est différent, car la victime acceptait cette relation. C'était une jeune fille d'une vingtaine d'années, que nous appellerons Myriam, que je connaissais par des amis communs. Comme elle savait que je m'intéressais au paranormal, elle m'avait demandé de passer chez elle, car des choses bizarres se produisaient. Des objets disparaissaient, et elle voyait de temps en temps une ombre glisser le long des murs. À peine arrivé sur les lieux, je ressentis une ambiance malsaine. Après avoir fait le tour des pièces de la maison, je vis que l'origine de cette noirceur menait directement à la chambre. J'ouvris la porte, et un flot d'images à caractère sexuel me remplit la tête. Je ne me laissais pas démonter, et je commençai à scruter la pièce. Et là, dans un coin, proche de la tête du lit, je vis une petite créature tapie, le visage tourné vers le mur, comme si elle voulait se cacher. Elle était sombre, et elle devait mesurer pas plus de 1 mètre, 1 mètre 20. Elle bougeait à peine. Pourtant, elle remplissait la pièce de son énergie putride, et je continuais à capter des images à connotation clairement sexuelle. Afin de ne pas affoler Myriam, nous sortîmes de la pièce pour aller discuter dans le salon. Je l'informai qu'il y avait quelque chose de malsain dans la maison et que je pouvais m'en occuper. Mais à ma grande surprise, elle me déclara que ce n'était pas la peine et que tout cela n'était pas grave. Elle m'avoua que depuis qu'il se passait des choses dans la maison, elle dormait très bien et qu'elle n'arrêtait pas de faire des rêves érotiques intenses.
Tout cela n'était pas pour lui déplaire, et la chose qu'il y avait dans sa maison lui apparaissait comme très bénéfique. Aussi, malgré mes avertissements, elle s'opposa à mon intervention. J'eus de ses nouvelles que quelques mois plus tard. Elle était devenue irascible et avait coupé les ponts avec ses amis. Elle avait même porté plainte contre l'un d'eux, qu'il avait maintenu pour ne pas être frappé, alors qu'il tentait de la ramener à la raison. J'ignore ce qu'elle est devenue depuis, mais une chose est certaine. L'incube avait réussi son emprise, et il l'avait totalement transformée. Au travers de ces deux cas, vous pouvez voir la puissance de ces entités, très agréables mais sournoises au début. Et rapidement, elles tissent leur emprise pour absorber l'énergie sexuelle et au final détruire physiquement et mentalement leur cible. Certains ont expliqué ce phénomène par la paralysie du sommeil que j'avais évoqué dans une autre vidéo. Mais mon expérience m'a montré que ce n'était pas le cas. La psychanalyse et la psychiatrie se sont également intéressées à ce type de manifestation. On se doute bien que leurs explications se sont orientées vers les désirs sexuels et incestueux refoulés. Les fantasmes inavoués s'exprimeraient au travers des rêves, et l'inconscient créerait des entités imaginaires qui se substitueraient à l'image du père ou de la mère. Cette substitution serait alors un exutoire permettant d'évacuer les sentiments de culpabilité liés au désir incestueux. Ce type de pathologie existe bel et bien, et loin de moi la volonté de nier sa réalité. J'ai eu l'occasion d'étudier des cas cliniques analogues dans la littérature, et les effets sont assez semblables à ceux que j'ai décrits précédemment. La sensation de viol, la sensation d'agression, la sensation d'une présence, et ainsi de suite. Pourtant, il existe des cas qui ne collent pas à l'explication psychiatrique, tant par leur fréquence que par les manifestations extérieures ou tout simplement par l'état mental de la victime. Détenir la possibilité de voir des entités, comme les incubes ou les succubes, est un atout que ne possèdent pas les psychiatres, et ils mettront de bonne foi ces événements paranormaux dans le même sac que les pathologies. Ils ne peuvent considérer qu'un seul aspect du problème, et parfois nuire à un patient qui subit un mal et des forces qu'ils ignorent. La connaissance des chamans et autres sorciers a été occultée, alors qu'elle aurait dû compléter la science moderne. Les deux devraient fonctionner ensemble pour couvrir tous les champs de possibilités. Notre science moderne est devenue omnipotente, exclusive et prétentieuse. Elle a oublié le savoir de nos anciens, et elle a oublié que le monde visible n'est qu'une infime partie du monde réel. Aussi, je terminerai par cette citation de Julian Green, auteur américain et français d'adoption du XXe siècle. Le grand péché du monde moderne, c'est le refus de l'invisible. Je vous remercie de votre écoute, et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. A bientôt sur Questions de Surnaturel.